parce que souvent ça marche comme ça, hein. Quand j'ai un appareil, faut pas que je lise la notice, le mode d'emploi. Déjà, effectivement, je vais glisser dessus comme ça. Et puis même si j'arrive à le lire à peu près, bah ça va pas rentrer ou je vais pas comprendre vraiment ce qu'on me demande. On va me parler, on va me faire un dessin, je retrouve pas vraiment la même chose. Enfin, je trouve quelque chose. Enfin, c'est comme si un langage que je comprenais pas, hein. Et puis en plus de ça, je sais que je perdrai mon temps parce que je sais qu'intuitivement, je vais comprendre comment ça marche. Salut les curieuses, salut les curieux. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir rendez-vous avec Alban Bourdi, musicien, homme, créateur de Surdouessence, écrivain, conférencier, organisateur d'événements, mais également surdoué et hautement sensible. Bonjour Alban et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Mathieu, merci à toi de m'avoir invité. Avec plaisir. J'ai cité beaucoup de casquettes et d'étiquettes te concernant, mais le tout étant plus que la somme des parties, cela met directement en avant le fait que tu n'es pas résumable à l'une d'entre elles et qu'on pourrait en donner beaucoup d'autres sans pour autant parvenir à te cerner totalement, ce qui, tu en conviendras, est une très bonne chose. J'aimerais également présenter Gaëtan, qui sera en régie durant toute l'émission et qui viendra à la fin pour nous partager son point de vue subjectif. J'ajoute aujourd'hui quelque chose d'un petit peu spécial, mais j'aimerais, si tu en es d'accord, Alban, dédier cet échange à Christian Bobin, dont j'ai appris la mort il y a quelques minutes à peine. Je ne sais pas si tu le connais, tu vois qui Ah c'est? oui, très bien. Mais par contre, je n'avais pas appris sa mort, moi, donc voilà. Et ben voilà, du coup, j'aimerais dédier cet échange voilà, à cet homme qui vient de partir. Et j'aurais tellement aimé le recevoir sur cette chaîne. Ça faisait partie de mes rêves de lui poser des questions, peut-être même de parvenir à déclencher son rire si caractéristique. Et en dehors de cette frustration toute personnelle, j'aimerais juste te dire ma tristesse de voir partir un être humain aussi puissant et dont la parole et les écrits sonneront encore infiniment justes pendant de longues années après son départ. Donc merci à lui pour la beauté de ce qu'il a su traduire et la lumière qu'il laisse allumer derrière lui. Voilà, donc passer ce petit moment un petit peu d'émotion, même si elle transparaît pas là tout à l'heure, j'ai été un peu abasourdi par ça. Je sais pas, t'as peut-être une réaction du coup vu que tu le connais et que tu l'apprécies également, j'ai l'impression. Oui, je suis très ému, surtout de l'apprendre un peu comme ça, puis en plus avec l'émotion de ce que tu viens de dire et tout ça. Puis bon, j'aime beaucoup que tu aies cité la lumière, la lumière du monde. C'est vrai que c'est ce qui me vient dans ce qu'il a laissé beaucoup. Donc. Ouais. Mais bon, on va en venir à l'entretien qui est le nôtre aujourd'hui. Justement, on va rester dans la vie, connecté à ce qu'il laisse derrière lui, espèce de traînée d'étoiles filantes. Moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça qui va nous accompagner pendant notre échange et je m'en réjouis quelque part quand même. Donc, on va commencer, si tu veux bien, par explorer ensemble ce que j'ai baptisé les 3 étapes. Je vais les exposer brièvement et puis nous développerons ce qu'elles peuvent bien représenter ou non dans ton parcours de vie. Donc, ce que j'ai baptisé l'étape 1, c'est l'étape de, en gros, qu'est-ce que je fous ici? C'est l'étape du décalage, une étape où on se sent infiniment seul, potentiellement fou parce qu'on comprend pas pourquoi on est seul avec son ressenti et on ressent comme si c'était soit nous qui étions fous, soit le monde. Et puis, pour résumer tout ça, généralement, on en vient à dire qu'on est un peu extraterrestre. La deuxième étape, c'est celle de l'étiquette, l'arrivée d'une étiquette qui explique de façon rationnelle et plus ou moins scientifique le décalage ressenti sans compréhension pendant toutes ces années. Et donc à ce moment-là, on a 3 certitudes nouvelles, c'est qu'on n'est pas seul, qu'on n'est pas fou, mais qu'on est bien un peu extraterrestre, à l'endroit où on appartient à une tribu. Et la troisième étape, c'est celle qui m'intéresse le plus, c'est ce qu'on fait de tout ça. Est-ce qu'il ne s'agirait pas, à ce moment-là, de réhumaniser son extraterrestre? Et donc, ma première question pour toi, Alban, sera la suivante. Est-ce que tu as déjà utilisé le terme d'extraterrestre pour t'auto-qualifier? Oui, oui, beaucoup. D'ailleurs, c'est un terme qui figure dans le quatrième de couverture d'au moins un de mes ouvrages, hein, Lettre à un jeune zèbre. Et ouais, c'est vraiment le décalage. Après, moi, c'est particulier un peu par rapport aux étapes que tu décris, c'est que l'étiquette, elle a été posée très tôt, quand j'étais très jeune, mais à la fois, comme elle faisait pas sens, elle avait pas cette portée que peut avoir une étiquette habituellement, ou dans ce que tu décris, ça faisait encore plus extraterrestre. Enfin, en plus, comme j'étais le seul à avoir cette étiquette-là de toutes les personnes que je connaissais, dans le quartier, dans l'école et tout ça, c'était encore, ça faisait pas du tout une tribu, au contraire, ça me rendait encore plus en décalage.
Ouais, c'est intéressant ça. Justement, je l'ai vu dans tes écrits. Ce que j'ai compris, tu as su dès tes 5 ans que tu étais surdoué, mais paradoxalement, j'ai l'impression que justement ça a pris vraiment du sens, comme ça peut le faire pour des gens qui l'apprennent plus tard. Ça a pris du sens autour de tes 30 ans, notamment en y ajoutant la conscience de la haute sensibilité, c'est ça? Oui, oui. Et du coup, c'est vrai que ça fait justement, j'aime bien moi ces étapes-là que je j'expose toujours de la même manière, mais de voir comment elles peuvent résonner ou non dans les parcours de vie de mes invités. Et des fois, ils les mixent. La 1 et la 2 sont mélangées, la 3 n'arrive pas encore, etc., etc. Donc, j'en fais pas quelque chose d'autre qu'un jeu pour voir justement où est-ce que ça rentre en adéquation et où est-ce que c'est différent. Et là, en l'occurrence, ce que tu dis, ce qui est donc singulier par rapport au témoignage des autres invités qu'on a déjà reçus, c'est que ton étiquette t'a rendu extraterrestre. C'est pas l'absence d'étiquette. Ça, c'est intéressant. Je sais pas si elle m'a rendu extraordinaire, mais en tout cas, elle a accentué, en tout cas, ce ressenti-là, ouais. Mais quand je regarde, en plus, ça a quand même préparé. C'est-à-dire que sur le coup, ça a rien aidé, mais ça a permis peut-être de passer beaucoup plus vite à l'étape numéro 3, donc l'année de mes 30 ans, justement, comme tu disais. Parce que l'étiquette avait été déjà posée en amont, même si elle était pas, elle avait pas amené ce qu'elle pouvait amener normalement, habituellement. Mais le fait, elle avait comme préparé les choses pour que quand il y ait une autre prise de conscience, notamment comme tu disais avec la haute sensibilité et tout ça, pour qu'elle puisse alors très rapidement euh, aller à faire passer une étape suivante. Ouais, je vois, il y a un alliage en fait entre ces étapes qui fait qu'elles sont à la fois mêlées et distinctes. J'ai l'impression dans ton histoire, c'est ça? Ouais, oui, oui. Bah, j'ai l'impression d'avoir tout fait un peu dans le désordre hein, dans ma vie, un peu sur tous les plans, même quand tu citais tout à l'heure tout ce que j'ai pu faire et tout ça, mais oui, mais bon, j'ai l'impression à la fois d'avoir fait un peu tout dans le désordre, même là, et puis, ouais, enfin, il y a vraiment un côté avoir fait les choses de manière assez, oui, très non conventionnelle. D'ailleurs, il y a ce côté où où les choses qui marchaient le mieux, c'est les choses qui étaient comme ça de façon très spontanée sans que je les comprenne. Comme par exemple quand j'ai appris à lire et à écrire, ce qui fait qu'on m'a fait passer un test de surdouance quand j'étais enfant, c'est que j'avais su comme ça lire et écrire sans avoir appris. Et tout s'est passé un peu comme ça, toutes les étapes un peu importantes dans le parcours de quelqu'un, surtout enfant, adolescent. Bah, en fait, ça s'est toujours passé dans des espèces de fulgurances, dans des choses très spontanées comme ça, sans qu'il y ait la prise de conscience ou l'apprentissage qu'il y a habituellement. C'était, voilà, comme ça, d'un seul coup. Ouais, ouais. Bah, c'est intéressant parce que j'ai l'impression que justement cette étiquette, elle a plus servi à ce que l'extérieur pose un regard sur toi, se rassure vis-à-vis de toi en disant bon alors on sait c'est un surdoué du coup je sais pas il y a des décisions ou des choses qui t'étaient demandées différemment ou on s'adressait à toi différemment mais toi c'est comme si ça t'avait un peu dépossédé de toi-même, c'est un peu ça ou pas? Bah, ça m'a dépossédé d'une identité un peu parce que j'étais devenu le surdoué, j'étais plus Alban, j'étais le surdoué, voilà, il y en avait qu'un dans l'école. Ça m'avait dépossédé de mon identité parce que d'un seul coup, j'étais plus Alban. J'étais le surdoué aux yeux d'un peu tout le monde parce que dans le quartier, il y en avait qu'un, dans l'école, il y en avait qu'un, dans ma famille, il y en avait qu'un, dans toutes les personnes que je connaissais. Il a même fallu attendre que j'ai 30 ans, l'année de mes 30 ans, pour que je rencontre quelqu'un qui me disait qu'il l'était lui aussi. Ok. Donc voilà, j'étais pendant toutes ces années, même si après, à l'âge adulte, on ne me renvoyait pas du tout cette image-là. J'étais plus connu comme le surdoué. Mais à l'école, au collège et même au lycée, c'était cette identification-là, cette identité-là. Ok. Et donc ça veut dire que les personnes qui t'ont dit que tu étais surdoué n'ont pas jugé utile de t'en faire rencontrer d'autres ou de te faire voir des vidéos sur le sujet, de te faire lire des livres sur le sujet. On t'a donné l'information de façon assez sèche. Bah, moi, j'étais tout jeune, hein, j'avais 5 ans, mais on me l'a donné, enfin, j'étais là avec mes parents, mais on m'a donné l'information, oui, comme tu disais tout à l'heure, en fait, c'était l'explication au fait que j'avais su lire et écrire comme ça, parce qu'au début, ça paraissait impossible, hein. Au début, ils voulaient même pas y croire, hein, en fait, dans l'école. Donc, on m'a orienté vers la psychologue scolaire qui m'a fait passer le test. Puis après, c'était un peu, bah voilà, on a l'explication, il est surdoué, puis voilà. Et il n'y avait pas du tout alors des vidéos à l'époque, hein, c'était en 89, hein, 1989, donc des vidéos, ça aurait été difficile. Enfin, il n'y avait pas Internet. Enfin, c'est l'année de la création d'Internet, mais enfin, je sais pas qui c'est qui, qui y avait accès. Mais donc voilà, puis des livres, même bizarrement, hein, je trouve toujours ça bizarre, c'est que dès cette époque-là, je cherchais déjà beaucoup de livres à lire sur tous les sujets. Dès qu'on me parlait de quelque chose, je cherchais à trouver un livre
pour creuser le sujet. Mais ce sujet-là, j'ai jamais eu l'idée de le creuser. Et mes parents non plus, en fait. Donc voilà. Mais pour moi, la seule explication que j'ai avec le recul, c'est de me dire qu'il ne pouvait pas exister un livre comme ça, puisque c'était moi le surdoué. J'en connaissais pas d'autres. Donc que quelqu'un ait écrit un livre sur mon cas, ça paraissait hautement improbable. Donc voilà. Mais je trouve ça quand même étonnant de ne pas avoir cherché. Bah, alors c'est vrai qu'on la psy qui a délivré les résultats du test, elle a vraiment pas parlé d'ouvrage, ni même de renseignements ou même d'explications. Il n'y en avait aucune. Hein. C'était voilà, c'était, il n'y avait rien d'autre à dire que voilà, il est surdoué, on a trouvé. Yes, parce ils étaient contents quand même d'avoir trouvé. Est-ce que si tu poses ton attention sur celui que tu étais à 5 ans et que tu laisses venir spontanément le mot que celui que tu étais quand tu avais 5 ans aurait mis à la place de surdoué, quand on lui dit t'es surdoué, il comprend quoi lui? C'est quoi le mot qui lui vient en fait? Bah, il me vient bizarre, hein, sans réfléchir, hein, mais Ok. Ouais, ouais, non, mais en plus, c'est vraiment, bah, c'est un mot d'enfant bizarre. Et justement, c'est pas une définition et en même temps, enfin, c'est une définition par la non-définition, quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas, donc du coup, on met ce mot-là et ça permet de pas s'occuper du truc parce qu'on dit, bah, on le comprendra jamais, quoi. ouais. C'est un peu bizarre, j'allais dire. Ça fait une redondance du mot bizarre, hein. Mais c'est il y avait une bizarrerie qui semblait inquiétante avant le test, quand ils ont su que, puis là, même quand mes parents ont compris que je savais lire et écrire, j'avais 4 ans et pour eux c'était impossible aussi au départ. Donc il y a eu d'abord l'étape avec mes parents, puis après il y a eu l'étape avec mon institutrice et puis le directeur d'école. Mais c'était une bizarrerie qui faisait peur, qui était non identifiée. Puis d'un seul coup, avec le mot surdoué, c'était comme, bah oui, vraiment, il est bizarre, mais c'est identifié. Voilà, ça fait plus peur, mais résolument, il est bizarre. Ok. Je me dis que ça se trouve, du coup, cette étape 1, en fait, elle dure jusqu'au moment où il y a l'hypersensibilité qui vient comme une deuxième étiquette, mais comme si c'était la première qui pouvait donner en fait le sens qu'on rencontre quand on en a une seule qui nous correspond. Et que finalement, cette étape 1, pour toi, on pourrait dire qu'elle dure 30 ans. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, oui, oui. Après, oui, il y a eu différentes étapes, mais la découverte du théâtre, notamment, qui avait changé pas mal de choses. Mais c'est vrai que oui, la première étape, elle dure 30 ans, tout à fait, puisque jusqu'à mes 30 ans, j'ai un peu peur de qui je suis. Je me trouve vraiment très extraterrestre. Et puis, je vois que les gens ont souvent peur de mes réactions qu'ils trouvent excessives, ou alors ils ont peur tout simplement de mes réactions, de mes façons de vivre les choses, ou alors ils me jugent négativement parce qu'ils pensent que j'en fais trop, que je surjoue, tout ça. Enfin, donc il y a une incompréhension totale et il y a une incompréhension très forte vis-à-vis de moi-même. Et le fait justement de poser cette étiquette qui est, euh, qui est très, enfin, qui va avoir beaucoup d'effets sur moi, effectivement, avec ce côté hautement sensible, hypersensible, bah, c'est d'autant plus fort que ça reprend un peu l'étiquette qui a été posée donc à 5 ans avec surdoué. Mais là, vraiment, ça amène ce changement par rapport à la façon dont je me perçois et et qui me dit, bah oui, il y en a d'autres comme moi. Il y a une différence, il y a une spécificité, mais elle n'est pas forcément négative. Et il y en a d'autres. Et c'est très rassurant parce que j'ai vécu vraiment une enfance, une adolescence où j'étais pas du tout rassuré. D'ailleurs, je faisais des cauchemars toutes les nuits et j'avais peur de moi-même. Donc, à partir de là, j'avais peur de tout, hein, forcément, parce que je pense que quand on a peur de soi-même, après, ben, la peur est partout. Et j'avais peur de mes réactions, j'avais peur de mon fonctionnement. C'était quelque chose de vraiment incompréhensible. Et je voyais que même les gens qui m'aimaient avaient peur de comment je fonctionnais. Donc j'étais en lutte en plus contre ça, en essayant de même pas vraiment de comprendre, mais plutôt de lutter contre. Et ça renforçait le malaise. Donc ça devenait quelque chose de très très difficile à vivre. Et puis effectivement, avec cette reconnaissance dans l'hypersensibilité, même sans lire vraiment un livre sur le sujet, mais rien qu'en lisant des quatrièmes de couverture, des présentations, justement l'année de mes 30 ans, quand j'ai rencontré, lors de ma seule expérience professionnelle en tant que salarié, qui n'a duré qu'un mois, hein, la seule expérience de toute ma vie. Et lors de cette expérience-là, c'est là que j'ai rencontré la première personne qui m'a dit qu'elle était surdouée elle aussi. Et elle m'a parlé aussi d'hypersensibilité, que beaucoup de gens disaient que c'était lié. Et puis que rien que quand j'ai commencé à lire un peu ce que je trouvais sur Internet, les présentations des livres, quelques éléments comme ça, bah oui, là je me suis reconnu dans quelque chose qui ne faisait plus peur, qui était reconnu et qui était partagé et qui était en plus potentiellement très positive et pas du tout paralysant comme la façon dont je le vivais.
Donc ça changeait beaucoup de choses, ça changeait totalement la donne. Ça renversait la donne. Pour moi, il y avait vraiment une bascule, hein, vraiment un switch à ce moment-là. Ok. Bah, merci pour ce témoignage déjà. Et puis je me dis, tu parles de la peur que tu avais de toi-même. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur cette peur? De quoi tu avais peur? De déclencher des réactions chez les autres, de laisser sortir des choses que tu ne maîtrisais pas et qui pouvaient vraiment faire du mal aux autres, ou du mal que les autres auraient envie de te faire si tu te laissais aller à ce qui sortait de toi. J'ai l'impression que c'est comme si c'était un peu double. Un peu tout ce que tu viens de dire, hein, mais c'était surtout la peur comment je pourrais dire ça au mieux? Euh, C'est-à-dire que je comprenais pas, et puis je me disais donc que j'étais pas. Bon, effectivement, il y a une question de maîtrise, mais alors là, il y a un peu des étapes, parce que c'est vrai qu'à l'adolescence, je pensais pouvoir vraiment tout maîtriser avec mon cerveau. Pour moi, il y avait juste le cerveau qui comptait, hein. Le corps, c'était quelque chose qui était maîtrisable par le cerveau, et pour moi, ça n'avait aucun sens de faire des choses avec son corps. Il fallait vraiment tout régler dans le cerveau, et je m'épuisais à essayer de trouver des moyens cérébraux de tout maîtriser les choses, de maîtriser l'apparence que j'avais, donc ça allait très loin. Donc effectivement, il y avait un côté ne pas comprendre pourquoi il y avait des choses qui pouvaient me paralyser, c'est-à-dire qu'il y avait des choses que je voulais faire, mais je sentais que mon corps ne voulait pas et qui réagissait d'une manière que je comprenais pas, puis que je voyais qu'il faisait peur aux autres. Donc oui, j'avais peur de faire peur aux autres, mais j'avais peur d'être, oui, d'être complètement extraterrestre et puis d'être quelque part dangereux. Je pense, si je devais résumer en un mot, ma peur, c'était une peur d'être dangereux autant pour moi que pour les autres. Mais ce qui me souciait, c'est plutôt de l'être pour les autres. Mais j'avais beaucoup de mal. Je ne me faisais pas du tout confiance parce que je me disais c'est pas possible. Il y a des choses qui me traversent comme ça. Ça a l'air d'être très bizarre du regard des autres. Donc c'est pas normal entre guillemets. Et puis donc eh ben, ça peut être dangereux. Et puis donc si c'est dangereux, bah alors il faut faire très attention. Il faut être très vigilant. Mais à la fois ça marche pas parce que plus je suis vigilant, plus j'essaye de contrôler et de retenir, bah, plus ça crée des tensions et puis plus ça fait un effet paralysant. Donc il y avait une espèce d'impasse. C'était vraiment vécu comme une impasse, mais vraiment la peur d'être dangereux. J'avais beaucoup de mal à me faire confiance, puis même avec, oui, oui, bah, beaucoup de mal à me laisser aller, à être en disant, bah voilà, je peux me laisser m'exprimer. Ce que après, très vite, j'ai atteint un point où, au contraire, je me suis dit, bah voilà, moi je peux jamais tout contrôler, mais laissons, ça fait bizarre, laissons-le s'exprimer parce que je parle de moi-même, mais que je pouvais me laisser m'exprimer et que au contraire, il y avait, que c'était là où il y avait un espace de vérité qui était intéressant au lieu d'essayer de maîtriser. Mais j'étais vraiment à l'envers totalement de ça pendant longtemps dans un dans une situation, oui, d'impasse où je me disais que j'étais dangereux et puis qu'il fallait faire vraiment très attention et puis que je me demandais vraiment, mais qu'est-ce que c'était que ce truc que j'étais, quoi, vraiment. Mhm. Ouais, ce que j'entends, c'est que tu avais une appréhension par rapport à un danger que tu pouvais représenter pour les autres, mais sans connaître la nature de ce danger. Et que Tout à c'était fait, ça oui. qui était peut-être le plus stressant, c'est l'ignorance du danger Ah qu'on peut oui, être, en fait. oui. Ok. Ok, ouais, ouais, bah c'est intense, du coup, pour un petit garçon, quoi, de se dire à cet âge-là, vivre ça. Et du coup, ça m'amène à une hypothèse que je fais depuis quelques semaines seulement, en fait, puisqu'on reçoit on reçoit beaucoup d'invités sur cette chaîne, je fais beaucoup de lectures, sur ces sujets-là, des personnes qui sont en décalage de différentes façons, dans leur façon notamment de fonctionner au niveau cognitif. Et mon hypothèse du moment, c'est que pour les personnes atypiques, le rapport à l'altérité se fait de manière précoce et brutale, sans progressivité. Est-ce que tu as l'impression d'avoir vécu ça personnellement? Et qu'est-ce que tu penses de cette hypothèse? Ah oui, bah en plus, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai l'impression d'avoir dans ma vie toutes les étapes un peu importantes. Effectivement, elles sont pas faites de manière progressive, comme je disais. Enfin, c'est comme si je m'étais couché un soir, je savais pas lire, le lendemain je savais, mais c'est juste pour prendre un exemple, ça. Mais tout était un peu comme ça, des révélations comme ça d'un seul coup. Donc oui, assez brutal, oui, pour reprendre ton mot, mais en tout cas des choses qui arrivent. Comme des fulgurances aussi des fois, parce que des fois c'est très positif, mais en tout cas des choses qui arrivent d'un coup, qui sont pas du tout progressives. J'ai jamais réussi d'ailleurs les apprentissages progressifs. C'est où je comprends le truc tout de suite, ou alors après, pour moi, on met tellement d'éléments que ça devient confus et puis je comprends plus. Mais il n'y a pas d'apprentissage progressif.
Et même en faisant du théâtre, j'apprenais pas les textes progressivement. J'avais à l'époque, parce que je dis à l'époque, c'est aussi jusqu'à l'âge de mes 30 ans, décidément, l'âge de mes 30 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais bon, globalement, très positivement. Mais au niveau de la mémoire, c'est un peu plus embêtant, c'est que jusqu'à mes 30 ans, j'avais une mémoire assez fulgurante, c'est-à-dire que j'avais l'impression de photographier vraiment tout ce que je vivais, puis d'être capable de le restituer comme ça, et je pouvais apprendre un texte de théâtre comme ça très vite, juste en le lisant une fois, ou peut-être deux, ou peut-être trois, mais en tout cas, ça rentrait comme ça de manière assez instantanée. Si j'essayais de l'apprendre progressivement, ça rentrait pas. Je me posais beaucoup de questions. Je questionnais la façon dont le texte était fait. Je pouvais questionner pourquoi tel mot et pas d'autre. Enfin, des petits mots, tu vois, des genres de et, des mais, des trucs comme ça. Et là, ça rentrait plus. Donc tout, enfin, j'ai vraiment vécu tout comme comme des choses qui viennent d'un coup. Hmm. Donc c'est pas étonnant que dans le récit que tu fais de ton enfance, il y a aussi un rapport difficile à la scolarité, puisque on peut en comprendre que dans un enseignement scolaire classique, ce qu'on veut justement, c'est de l'apprentissage progressif. Et donc tu dois être vraiment face à un mur en face de toi qui comprend pas pourquoi ça ne rentre pas de cette manière chez toi. Ouais, bah j'ai beaucoup de mal à comprendre, hein, parce que maintenant je peux mettre des mots dessus quand tu le dis et tout, ça me semble assez évident, mais à l'époque, vraiment, je comprends pas. Enfin, d'ailleurs, une fois qu'on m'a fait passer le test de QI et qu'on m'a dit surdoué, on m'a fait passer à la classe supérieure. Mais je m'ennuyais toujours tout autant parce que c'était pareil. Je comprenais pas pourquoi on restait des heures sur des choses que voilà j'avais compris. Je veux dire, on me disait les multiplications par exemple, bah, toutes les tables, allez hop, bah voilà, on les a vues, donc maintenant on les sait. Et puis les suivantes, puis toute l'année quasiment on allait passer sur l'explication des tables de multiplication. C'était complètement aberrant pour moi. Je comprenais pas comment ça pouvait être. Enfin, j'avais l'impression qu'on nous prenait pour des imbéciles. J'ai toujours eu beaucoup cette impression-là, en plus, parce que même le test de QI, quand je le passe, je me dis, j'ai dû me planter parce qu'on m'a présenté ça comme quelque chose de très sérieux, très pointu. Puis moi, j'ai fait ça comme si c'était très facile, ça allait de soi. Ça doit pas être normal. Mais tout était un peu comme ça. Je me disais, mais c'est pas possible. Donc il doit y avoir d'autres choses, en fait. Comme je voyais qu'on y passait beaucoup de temps, je me disais, en fait, il doit y avoir des subtilités que j'avais pas compris. Puis à force de chercher les subtilités qui pourraient pas y avoir, bah, je pouvais en trouver. Donc les subtilités, elles questionnaient du coup ce qu'on voulait nous faire apprendre. Donc j'étais un cauchemar pour les profs parce que déjà je comprenais tout de suite, ils n'avaient pas besoin de, donc ils se sentaient assez inutiles. Puis en plus après, je trouvais des failles qui existaient ou que mon imagination inventait, mais en tout cas, je trouvais des failles ou des éléments de questionnement donc auxquels ils savaient pas répondre, qu'ils trouvaient incongrus. Donc voilà, mais enfin, c'était le système scolaire et moi étions vraiment très très fâchés, décalés. Enfin, je sais pas, fâchés, c'est assez négatif, mais en tout cas, on n'était pas fait pour se comprendre, ça c'est sûr. Ouais, bah, c'est super intéressant ce que tu poses là parce que c'est un rapport aux apprentissages qui doit concerner quand même pas mal de gens. Et là, moi, je me sens aussi un peu concerné, non pas que j'ai appris à lire du jour au lendemain. D'ailleurs, j'ai l'inverse de toi, j'ai plutôt développé une absence de mémoire, plutôt un brouillard, quelque chose de protecteur, je pense, par rapport à à plein d'événements. Mais c'est intéressant ce truc-là parce que le point commun que j'y vois, une résonance que j'y vois avec mon fonctionnement personnel et sans doute celui de plusieurs personnes qui nous regardent c'est le fait de, sur certains sujets, ne pas pouvoir apprendre, puisque ça ne suscite pas l'intérêt. Et ça ne, je sais pas comment dire, mais ça ne rentre pas. On ne peut pas aborder certains sujets. Et là, le premier truc qui me vient, c'est le sujet de l'administratif. Comment tu es, toi, avec l'administratif? Ça me vient comme ça. Alors, bon, je voulais répondre un peu plus globalement, mais je vais répondre sur l'administratif. Mais c'est vrai que ce que je voulais dire, c'est que autant quand j'étais enfant, j'ai l'impression que tout ce qu'on me le présentait, je l'intégrais très vite, je l'apprenais très facilement comme ça. Autant à l'adolescence, effectivement, j'ai commencé à trouver ces domaines où non, ça rentrait pas. Ça rentrait pas du premier coup, puis ça rentrait pas progressivement non plus, parce que ça rentrait jamais, mais ça rentrait pas non plus du premier coup. Les mathématiques, quand j'ai trouvé que ça commençait à devenir trop abstrait à partir de la classe de seconde, ben, ça rentrait pas. Puis effectivement, donc oui, l'administratif, ça dépend de l'administratif, mais il y a des fois, je comprends pas du tout ce qu'on nous demande. Oui, puis je trouve ça en plus très, bah, je sais pas, en plus, il y a un côté, oui, les papiers, les trucs qui rentrent dans les cases et tout, qui est très, qui est très embêtant. Enfin, où on n'arrive pas à comprendre les trucs, mais en plus, il y a beaucoup. Comment je vais dire ça? Il me paraît avoir deux éléments paradoxaux qui fait que je peux avoir des problèmes avec l'administratif. D'un côté, je trouve qu'il y a trop des cases dans lesquelles rentrer, puis je sais pas des fois dans laquelle rentrer, puis je rentre dans aucune case, donc je sais pas faire au niveau. Mais il y a aussi des fois un certain, paradoxalement, je trouve qu'il y a
une certaine approximation, des fois aussi, dans les choses administratives. C'est-à-dire, par exemple, on a tout fait à peu près bien, mais finalement, il y a une personne qui vous rappelle et puis qui va dire, qui va vous demander un truc qui était pourtant clair, mais qu'en fait, qui n'est pas compris. Puis après, il y en a une deuxième, une troisième. Enfin bon, ça dépend un peu des endroits, je crois, où on vit, mais j'ai vécu dans le sud de la France et ça me semblait assez, assez approximatif parfois aussi, l'administratif. Mais non, ça c'est tout un. Je pense qu'il y a il y a un côté comme ça de choses très noir ou blanc ou choses comme ça oui, qui est pas très intelligible pour moi. Ben, je comprends, je te rejoins là-dessus, et puis j'ajouterais le côté en fait hors sol, c'est-à-dire que c'est une logique qui n'a pas de racine. Moi, je trouve l'administratif, c'est la nécessité de devoir s'organiser en collectif, et c'est vrai que la vie en collectif, c'est quelque chose qui de toute façon va être assez problématique. La relation au groupe, la logique avec laquelle les groupes fonctionnent, le fait que ça tienne debout pour eux et qu'ils arrivent à trouver cela confortable d'être aussi nombreux au même endroit et de se conformer à ce groupe-là plus qu'à écouter ce qui jaillit d'eux. Et donc, pour moi, l'administratif, c'est un exemple de quelque chose qui n'a pas de racine. Et donc, quand je lis un papier administratif ou un mode d'emploi, par exemple, j'ai l'impression que mes yeux glissent sur le papier. C'est-à-dire que vraiment, j'arrive pas à rentrer dans le contenu. Il y a une résistance comme ça. Ce qui fait que souvent, on est confondu, ou alors, à juste titre d'ailleurs, on est pris pour des personnes qui n'arriveront pas à nous forcer, à nous contraindre. Et ce rapport à la contrainte, c'est aussi un vrai sujet, je crois, des personnes à haut potentiel. Tout à fait. Alors pour l'exemple des modes d'emploi, oui. Les modes Les d'emploi, notifs, les ouais. modes d'emploi, c'est encore pire pour moi que l'administratif. Si tu dis ça, alors je me trouve totalement. J'ai jamais pu lire une notice ou un mode d'emploi de ma vie. Et en plus, même quand je fais l'effort de le lire, j'arrive pas, j'arrive quand même pas à faire fonctionner l'appareil. Alors que si j'y vais intuitivement, j'y arrive. Après, ce qui est souvent, je sais pas l'expliquer. Parce que souvent, ça marche comme ça. Quand j'ai un appareil, faut pas que je lise la notice, le mode d'emploi. Déjà, effectivement, je vais glisser dessus comme ça. Et puis, même si j'arrive à le lire à peu près, bah, ça va pas rentrer ou je vais pas comprendre vraiment ce qu'on me demande. On va me parler, on va me faire un dessin. Je retrouve pas vraiment la même chose. Enfin, je trouve quelque chose. Enfin, c'est comme si un langage que je comprenais pas, hein. Et puis, en plus de ça, je sais que je perdrai mon temps parce que je sais qu'intuitivement, je vais comprendre comment ça marche. Mais tout, hein, il y a un côté autodidacte, comme ça, par exemple, l'informatique. Bon, j'ai eu la chance d'avoir un ordinateur dans les mains très jeune, hein, j'avais 8 ans. Enfin, très jeune. Maintenant, pour la jeune génération, ça paraît peut-être un peu vieux, mais pour ma génération, on est dans les années 80, hein, pouvoir avoir un ordinateur à l'âge de 8 ans, c'était assez jeune. Mais c'est pareil, tout m'a semblé assez intuitif comme ça. Puis mes parents en venaient pas, ils disaient, mais comment tu sais faire ça? Ben voilà, ça marche, c'est comme ça, comme ça. Enfin, mais je sais pas toujours l'expliquer. Mais en tout cas, il y a une certaine logique intuitive. Et puis, quand il y a un appareil, j'ai l'impression que voilà, il suffit de le regarder un peu, d'essayer quelques trucs et je vais comprendre la logique avec l'appareil dans les mains, alors que je comprendrais pas la logique avec la notice ou le mode d'emploi dans les mains. Mhm. Ouais, bah ça fait du bien si tu veux. Là, on est sur un point commun qu'on a tous les deux. Tout le monde ne fonctionne pas comme ça, évidemment. Là, on est tous les deux. On trouve un point commun qui est vibrant pour chacun de nous. Surtout que c'est un endroit où on n'est pas souvent compris et où on rencontre souvent des murs, en fait, au niveau administratif ou au niveau des modes d'emploi. Juste pour la petite anecdote, je me suis retrouvé plusieurs fois, en fait, à faire quelque chose et ensuite à consulter, par exemple, comment il aurait fallu que je fasse. Je pense à ma table basse de salon que j'ai construite et après j'ai regardé un tuto de comment on fait des tables basses en palette. Bon, c'est pas une œuvre d'art, hein, mon truc, mais c'est fonctionnel, ça marche bien. Et souvent c'est comme ça. Je regardais après coup, tiens, comment j'aurais pu faire si j'avais consulté le truc. Donc du coup, on évoquait tout à l'heure le fait que cette première étape, on allait faire ce qu'il fallait pour qu'elle dure jusqu'à 30 ans, parce que je vois bien que justement, c'est pas très précisément adéquat avec ton parcours, mais c'est ça qui est chouette aussi. Par contre, l'arrivée de l'hypersensibilité ajoute comme une prise de conscience, j'ai l'impression, du fait d'appartenir à un groupe. C'est comment pour toi ce moment-là d'appartenir à un groupe, dans le sens où est-ce que tu vas aller directement à la recherche d'autres personnes avec cette hypersensibilité, avec cette haute sensibilité, et qu'est-ce que ça va t'apporter sur le moment? Alors, bah, j'ai eu de la chance, bah, comme je disais, la personne qui m'a parlé d'hypersensibilité, la première, et donc qui travaillait avec moi dans un centre d'appel, donc pour ma seule expérience salariée de ma vie, hein, pendant un mois au Futuroscope. Et donc déjà, il y avait tout de suite, vu que c'était cette personne-là qui m'en avait parlé, puis qu'il y avait une autre personne qui se reconnaissait, déjà on était trois dans les pauses,
parce que sinon, bon, on répondait au téléphone, donc c'était vraiment que dans les pauses où on se côtoyait, mais bon, il y avait les pauses déjeuner, tout ça, donc ça faisait quand même un certain temps ensemble. Et déjà, on était 3, voire 4, parce qu'il y a une autre personne qui, qui n'était pas sûr totalement de se reconnaître, mais qui participait aussi à notre groupe. Donc on était un groupe déjà de 4, donc déjà j'expérimentais déjà un groupe de... C'était la première fois de ma vie que j'avais quelqu'un qui me disait qu'elle était surdouée, elle aussi, donc je dis elle aussi parce que genre que j'ai dit quelqu'un, bon c'est pour une personne, mais donc voilà, donc déjà il y avait tout de suite une idée d'appartenance de groupe. C'était arrivé directement l'information avec une appartenance à un petit groupe, à ce groupe de 4. Puis c'est vrai que rapidement j'ai cherché des groupes d'hypersensibles ou de HP, de surdoués, de zèbres, comme ça, sur les réseaux. J'en ai trouvé pas mal des groupes sur Facebook. Il y en avait un qui était très actif à l'époque, qui s'appelait Hypersensible en paix, que j'ai beaucoup suivi. Et bon, voilà, c'est vrai qu'il y avait un plaisir à retrouver, à échanger avec des personnes comme ça, qui partageaient ces particularités. Mais très rapidement, c'est vrai que l'idée, c'était plus de partager mon vécu, mon expérience là-dessus. Donc, au-delà de livres, parce que bon, ça, je faisais ça depuis déjà un moment, même si je mettais pas ces mots-là, tout ça. Bon, déjà, le partage à l'écrit, avec le partage après en conférence et puis en rencontre directement avec les personnes en direct. Et puis après, ben voilà, l'idée d'un peu proposer des groupes, parce que surtout des groupes en virtuel, parce que des groupes justement pas en virtuel, parce que les groupes en virtuel, je trouvais quand même qu'il y avait une certaine limite. Puis souvent, bah, c'est toujours les mêmes qui parlent, parce que dans ce type de groupe, il y a beaucoup de personnes qui sont un peu timides, donc qui vont pas trop parler d'elles si on va pas les chercher un peu. Puis il y en a au contraire qui prennent beaucoup l'espace pour raconter un peu des choses qui des fois sont un peu cycliques, donc qui sont pas très constructives. Donc voilà, il y a eu vraiment assez rapidement l'élan et l'idée de créer des groupes pour se rencontrer. Puis c'est comme ça qu'est né le projet sur le sens. Mais quand même 4 ans après l'année de mes 30 ans, hein, donc en 2017. Ouais, ce qui est assez rapide finalement d'une certaine façon, puisque ça te laisse le temps de toi ben, te familiariser avec ça avant de créer ta propre structure, ta propre façon de faire, et donc ça laisse le temps, je crois, assez nécessaire à l'appropriation et justement de faire l'étape 2 et l'étape 3 presque en même temps te concernant. Ben, c'est en ça que je disais que la première étiquette posée à 5 ans, je pense qu'elle a accéléré l'étape 2. Hmm, ok. Parce qu'il y avait déjà quand même quelque chose qui, même si je l'avais pas conscientisé, il y avait quand même quelque chose qui était déjà posé. Donc qui permettait à ce qui est assez rapidement, quand il y a eu l'étiquette, si on reprend l'étiquette, quand il y a eu l'étiquette hypersensible qui s'est posée, elle s'est quand même posée sur une étiquette qui avait été déjà posée, même s'il n'y avait pas la conscientisation qui allait avec. Et donc, voilà, je pense que du coup, il y a il y a une étape qui s'est fait plus rapidement à ce niveau-là. Hmm. Une question qui me vient là tout de suite, c'est est-ce que quand on découvre ça aussi, il n'y a pas un danger, alors cette question je l'ai déjà posée plusieurs fois, mais de s'enfermer dans les groupes et de ne voir plus que des gens qui nous ressemblent, première question. Et deuxième question, qui est celle qui me vient là, c'est est-ce que quand on rencontre une étiquette, on ne se transforme pas de manière à être sûr, puisqu'il y a toujours un endroit de doute d'appartenance à cette étiquette ou à ces étiquettes, et donc est-ce qu'on se transforme pas un peu en sous-marin pour correspondre aux critères qui sont donnés, parce que généralement l'étape 2 c'est l'étape des critères aussi, de vérifier quand on est hypersensible on doit réagir comme ça, penser comme ça, dire ça de soi, etc., etc. Et est-ce qu'il n'y a pas un changement un petit peu inconscient pour correspondre à cette étiquette qui nous accueille et qui fait que là aussi en fait, on inverse le processus, c'est-à-dire que dans un premier temps, on s'est adapté un peu trop à la société dans laquelle on était, et puis dans un deuxième temps, on s'adapte un peu trop à la société dans laquelle on arrive, dans le groupe qui nous accueille. Un peu long ma question. Là, il y en a eu deux, surtout dans la Ouais. même. Pour ce qui est du danger de se retrouver qu'entre personnes, alors là, je trouve assez drôle en fait comment ça se passe, parce que c'est vrai que ça fait du bien de se retrouver dans des groupes comme ça où on est entre personnes hautement sensibles, enfin, et je trouve vraiment que ben voilà, c'est très tout est plus facile, il y a beaucoup moins de superficialité, on trouve quelque chose de nourrissant et de profond et tout ça, donc c'est très grisant et puis on a très envie de reproduire l'expérience. Après, moi j'ai toujours pensé assez universel.
j'ai toujours, enfin, j'ai jamais pensé qu'il y avait que certains types de, enfin, par exemple, quand on écrit un livre, il y a beaucoup de gens qui me demandent, que ce soit des éditeurs ou que ce soit même des gens, ils disent, mais quel est ton public, quelle est ton audience, qui, tu visualises qui comme lecteur? Puis moi je dis, mais moi je veux que ça parle à tout le monde. Je me suis jamais limité comme ça. Donc j'ai jamais eu l'envie de rester que dans cet entre-soi. J'ai toujours voulu élargir au plus, même si je trouvais très bien de faire des groupes entre hypersensibles et que je m'y trouvais très bien. Mais l'ironie, enfin, je sais pas si c'est l'ironie, mais le truc un peu drôle dans tout ça, c'est que euh, souvent, bah, même les personnes que je pensais qui n'étaient pas hypersensibles, avec qui je nouais contact, notamment d'autres auteurs comme ça dans les salons du livre et tout ça, il y a un moment, quand on échange bien au bout de quelques semaines, où finalement ils se révèlent, alors que pour certains je ne les vraiment pas du tout venir, ils se révèlent que eux aussi ils sont hypersensibles. Donc je me dis finalement, je sais pas si c'est parce qu'on s'attire ou parce que je sais pas, il y a un contact, un espèce de feeling qui fait que j'ai l'impression maintenant que c'est un petit peu difficile de nouer un échange assez profond, assez nourrissant avec quelqu'un qui serait pas vraiment, enfin qui partagerait pas un peu cette haute sensibilité. Donc voilà, moi j'aurais plutôt l'intention, puis je prônerais plutôt qu'il faut pas rester que dans l'entre-soi ou alors un certain temps, parce que si on est effectivement blessé ou qu'on a eu beaucoup de mal effectivement en société avec le tout venant, on va dire, c'est vraiment bien, je pense, dans un premier temps, le temps de reprendre confiance et de, voilà, de se sentir à l'aise avec les autres. C'est bien de rester dans des groupes uniquement d'hypersensibles, mais après, je pense qu'au bout d'un moment, il faut quand même, bah, voilà, pouvoir échanger avec un peu tout le monde. Mais j'ai l'impression d'avoir du mal à sortir un petit peu de ça parce que même les personnes avec qui je commence à échanger, puis que je me dis, bah non, là, on n'est pas dans un truc, on parle pas d'hypersensibilité ni rien, bah, et comme j'ai des livres sur le sujet, bah, elles finissent toujours par me dire, mais en fait, tu sais que oui, je suis intéressé par ce que tu écris parce que bon, bah, je suis hypersensible ou je pense bien que je suis concerné. Et souvent, ça m'a très étonné. Donc, je sais pas vraiment Bah, en si quand fait, même, il y a si, pas- si je peux me permettre, justement, ce que je me dis, c'est que oui, effectivement, bah, je te le confirme, en tout cas, ce ressenti que j'ai d'être attiré ou d'attirer, je crois que c'est un phénomène un petit peu naturel au niveau énergétique, si on prend des mots un petit peu pompeux, qui fait qu'on se trouve, on s'attire parce que bah, il y a des points communs, il y a une résonance très forte. Et donc, je pense qu'à partir du moment où on choisit ses études, déjà, on arrive dans des endroits où les gens vont un petit peu nous ressembler ou être des remixes de ce qu'on aurait pu être, etc. Évidemment que dans la scolarité normale, ben, on choisit pas qui y a à côté de nous. Et donc, ce que je voulais préciser, sans prendre ce détour-là au départ, c'était que je me dis, il y a deux façons de le voir, c'est-à-dire que oui, on peut être très bien, par exemple, je sais pas, admettons, je suis très sportif, donc je suis très bien avec les gens qui font du sport parce que c'est vrai que j'ai des points communs avec eux, je peux leur parler, je peux leur dire, enfin, il y a des mots qu'ils vont comprendre que les autres ne comprennent pas, et avoir des centres d'intérêt, bah moi je vais avoir les yeux qui brillent et puis eux ils vont avoir les yeux qui brillent en même temps, mais c'est pas pour autant que les non sportifs deviennent des ennemis. Alors que il peut y avoir ce danger-là de se regrouper autour d'une étiquette et de penser que le reste du monde a faux, s'est trompé, constitue une hérésie, une sorte d'erreur de l'humanité et appuyer la valeur de ce qui fait qu'on est en appartenance, en adéquation avec ces critères-là, sur la faiblesse et sur le ridicule de ceux qui n'y adhèrent pas, en fait, d'une certaine façon. Oui. Donc, je sais pas si tu vois où je veux en venir, mais c'est deux façons différentes de traiter le truc, quoi. En disant, par affinité, je me sens mieux avec des gens qui me ressemblent et qui ont les mêmes points d'intérêt que les miens. Mais par contre, c'est le côté disqualification du reste de l'humanité, moi, qui me paraît problématique potentiellement dans les regroupements qui ont lieu. Des fois, je lis des écrits, je vois des prises de parole qui tendent à désigner comme les ennemis, les hyposensibles, par exemple. Oui, non, enfin, moi, oui, je suis dérangé par tout ça. Bah, enfin, je pense que enfin, euh, Christine Leclerc-Scherling, avec qui je co-dirige donc l'Observatoire de la sensibilité, avec qui on travaille beaucoup et sur beaucoup de choses sur le sens notamment et tout ça. On partage vraiment cette vision où faut surtout pas que ça soit excluant. Enfin, c'est le côté très
Bah voilà, dans la diversité, il y a des gens différents. Alors peut-être que c'est beaucoup plus difficile de trouver des points d'entente avec eux ou des endroits où on peut se rencontrer, mais c'est pas pour ça que, oui, les disqualifier comme ça, je trouve ça toujours assez, je trouve ça vraiment dommage. Et puis l'esprit, enfin, pour moi, toujours la démarche dans laquelle j'essaye de vraiment rester, c'est dans une démarche vraiment d'ouverture à la diversité humaine, à la neurodiversité dans son ensemble et pas juste les atypiques ou juste ceux qui ont ceci ou cela. C'est vraiment dans quelque chose de très ouvert. Après, si mais c'est vrai que je comprends ce que tu dis. C'est vrai que des fois il y a un côté très bah, moi déjà j'aime pas trop les mots comme normopensant et tout ça parce que ça des fois c'est très péjoratif en plus dans la bouche de certains. C'est bah, c'est un normopensant, il peut pas comprendre. Donc ça je trouve ça assez gênant. Et en plus il y a des normopensants donc entre guillemets, en tout cas des gens qui peuvent être désignés comme ça, qui vont dire peut-être pareil de des atypiques en disant bon de toute façon lui c'est un atypique, hein, il peut pas comprendre. Donc enfin moi, ce que je tends à faire, que ce soit dans tout ce que je fais, dans les écrits ou dans les différents projets, c'est au contraire de créer des passerelles, de créer des espaces d'échange et de rencontres dans nos différences. Je trouve en plus que c'est plutôt enrichissant de côtoyer des gens qui vivent les choses de façon différente et qui ressentent les choses de façon différente. Et, et souvent, en plus, je trouve que enfin, je pense que ce décalage, ce mur que des fois on peut vouloir mettre, c'est dû à la peur finalement. Et puis, enfin, autant il n'y a pas de raison d'avoir peur des atypiques, des gens différents de la majorité, mais autant il y a pas à avoir peur non plus des gens qui correspondent plus aux standards, on va dire. Ouais, ouais, t'as vu, mais c'est vrai que c'est délicat en fait, parce que quand on parle de neurodiversité, quand on parle d'atypisme, forcément il y a le pendant qui existe, l'autre côté, et du coup, évidemment que à travers ces questions-là, je cherche pas à te débusquer ou à te prendre à défaut, puisque bah, j'ai parcouru tes écrits et que à l'intérieur il y a énormément justement de tolérance qui est à l'intérieur de ton discours, il y a énormément de douceur aussi et d'attention portée à la délicatesse, donc c'est pas du tout quelque chose qui est à charge contre toi, mais c'est plutôt quelque chose que j'aime aborder de manière à ce que, bah, s'il y a quelqu'un qui est concerné par cette question-là, qui vient juste de le découvrir, ou alors qui est déjà parti dans une voie un petit peu plus extrémiste, qu'il y ait une possibilité de temps en temps d'écouter des gens qui sont concernés et qui prennent soin de rester en contact avec le reste de l'humanité malgré tout. Voilà, c'est juste le pourquoi de ma question. Mais je pense qu'il y a une phase un peu, comme tu disais, au début de l'étape 2, hein, pour reprendre tes étapes, je pense qu'il y a une phase où c'est un peu, enfin, je vais dire déjà, ça fait du bien de se retrouver un peu dans un entre-soi, et puis on a tellement eu l'impression, enfin, on a tellement vécu de, de marginalisation ou d'exclusion que je trouve ça assez normal que pendant quelques temps, on veuille rester avec des personnes qui nous ressemblent et puis qu'on exclut un peu les autres. Mais après, faut que ça reste un certain passage, le temps de se, de trouver un équilibre et de trouver un point où vraiment un espace de rencontre. À partir du moment après où on est bien avec soi, un peu dans sa différence, on peut aller en parler comme ça, même aux autres. Après, ils reçoivent pas, mais ça fait pas d'eux des gens, des pestiférés, le fait qu'ils comprennent pas ce qu'on dit ou qu'ils reçoivent pas. Et il y aura un temps pour tout. Et puis après, on pourra peut-être trouver d'autres langages. Faut pas non plus se mettre la pression pour essayer d'être compris, mais pas fermer les portes, quoi, voilà. Pas non plus les forcer, mais pas non plus les fermer. J'ai l'impression que ce phénomène-là, en fait, des personnes qui se sentaient opprimées, oppressées, se regroupent et essayent de faire valoir leurs différences, de le faire accepter leurs différences. On est dans une période riche, en fait, en étiquettes qui permettent ce genre de bascule. Et que du coup, pour que ce soit plus appréhendable, peut-être, c'est aussi ce qu'on voit aussi au niveau du féminisme des fois. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui vont porter haut les couleurs du féminisme, mais qui vont aussi avoir cette envie de taper sur la masculinité, alors que en fait au départ c'était peut-être pas ça l'envie, mais ça leur permet d'accéder à un positionnement qui rend légitime le fait presque d'une vengeance passagère, quelque chose comme ça. Bon, peut-être que la vengeance est quelque chose qui est utile. Je pense que Tarantino serait d'accord avec ça. Mais vu de l'extérieur, avec mon histoire personnelle, l'utilité de la vengeance n'est pas forcément quelque chose qui me saute aux yeux. Voilà. La deuxième partie de ma question, c'était est-ce que parfois il arrive
qu'on se conforme à l'étiquette pour être sûr d'y appartenir parce qu'on a toujours un doute et que du coup, on essaye de coller au maximum aux caractéristiques qu'on a vues qui étaient de notre prétendue tribu. Si je réponds à la question de mon expérience personnelle, je vais répondre que j'ai pas vraiment vu ça parce que j'ai pas eu beaucoup de doutes là-dessus étant donné que, on m'a mis le terme surdoué quand même sur le front, quand j'avais 5 ans. C'est difficile pour moi de remettre en question, mon appartenance à ce qui peut avoir attrait à ce mot-là puisque, on m'a fait grandir vraiment en tant que représentant de ce mot-là. Donc, je pourrais avoir j'aurais du mal à pas me sentir concerné par tout ce qui rapporte. Ouais. Après, en ce qui concerne l'hypersensibilité, alors là, il n'y a pas du tout cette expérience-là, ce vécu-là, parce que même maintenant, j'ai relu récemment un bulletin scolaire du collège de ma prof de français, et puis elle disait que j'étais doué d'une très grande sensibilité, et à l'époque, je me souvenais absolument pas d'avoir lu ça. Ça, je veux dire, ça voulait rien dire particulièrement pour moi. Donc, rétrospectivement, je me dis, c'est incroyable, elle avait vu ça, elle avait dit ça, elle avait mis les mots. Mais à l'époque, je sais pas, j'ai dû glisser un peu là-dessus. Ou pour moi, ça voulait dire que, je sais pas trop quoi, ça voulait dire que j'avais une capacité de traduire un peu certaines choses à l'écriture. Mais enfin, je m'étais vraiment pas arrêté sur ces mots. Ils m'étaient vraiment même pas, je les avais même pas vraiment conscientisés, ces mots-là. Je me souviens de l'autre partie de son commentaire, en plus, qui est incroyable, mais je me souviens pas du tout qu'elle avait écrit élève doué d'une grande sensibilité. Alors, Ouais. C'est donc vrai ce mot-là, qu'après, a posteriori, on peut, une fois qu'on a l'information et qu'on la maîtrise un petit peu, c'est-à-dire qu'on s'est renseigné sur la chose et qu'on voit que oui, effectivement, ça nous correspond, ça nous éclaire sur notre fonctionnement, on peut revenir sur des événements passés et se dire qu'on avait eu des appels du pied de la même information qui voulait venir jusqu'à nous, mais qui a eu besoin de plusieurs essais avant de nous convaincre, en fait, d'une certaine façon et de nous rencontrer. ouais. Ah oui, oui, mais enfin, donc je voulais dire que sur la haute sensibilité, c'est pareil. Alors là, il n'y a pas cette histoire de mots dans lequel on m'identifiait, mais j'ai l'impression souvent que la sensibilité était tellement extrême que j'aurais du mal aussi à douter ou à donc chercher à m'adapter pour correspondre à ce que, bah voilà, aux caractéristiques de la tribu, de ce qu'on peut lire dans les livres ou de ce qu'on peut entendre dans les conférences ou dans les groupes comme ça. Donc j'ai pas vraiment j'ai pas vraiment vécu cette phase-là. Après, je comprends Ok. pourtant, pour le voir autour et tout ça, je comprends bien l'écueil qu'il peut avoir effectivement de la personne qui, après avoir essayé de s'adapter, de se suradapter à la société, cherche à s'adapter aux standards, même si je trouve qu'on est dans un domaine de l'atypie où c'est plutôt très décadré. Donc, enfin, déjà, je ne sais pas trop quels sont les standards exacts, mais en tout cas, qui serait de se conformer à ce qu'elle lit ou ce qu'elle entend ou ce qu'elle perçoit des personnes autour. Mais, euh, mais moi, je l'ai pas tellement vécu comme ça parce que j'avais pas vraiment de doute par rapport à ça. Ok. Non, non, mais ça me va, hein. Justement, mes questions acceptent justement le fait que ton expérience personnelle ne soit pas en adéquation avec ce que je... Donc c'est super. C'est super que t'aies pas eu justement ce doute-là et que le fait que cette étiquette te soit collée à 5 ans crée sur le moment bah, une incompréhension plus grande, une exclusion plus prononcée du reste du groupe. Mais ensuite, comme tu le disais tout à l'heure, accélère le processus quand tout se réunit et opère chez toi, bah voilà, quelque chose de, en fait, de posé, de stable. Et justement, ça va avec ma prochaine question, parce que on s'était déjà croisé dans des groupes que tu animes, où c'est bah, des visioconférences avec des personnes qui sont bah, concernées par la sensibilité, la haute sensibilité. Et je me demandais, puisque je t'avais vu très silencieux dans ces moments-là, et très observateur. Est-ce que tu es un faux calme? Bon, depuis le début de notre échange, je vois bien que oui. Mais est-ce que d'après toi, tu as un volcan en ébullition en interne et une colline stable en surface? Et est-ce que c'est soit on, soit off de ton côté? Alors, c'est très intéressant comme question. Il y a un côté un peu facilement très chaud, très froid. D'ailleurs, à tous les niveaux, je veux dire, c'est même physiquement, je veux dire, alors, là, pareil, hein, jusqu'à l'année de mes 30 ans, parce que décidément, il y a beaucoup de choses qui ont changé, qui ont basculé jusqu'à l'année de mes 30 ans. C'est quelqu'un enfin, qui supportait beaucoup le froid, qui n'était pas frileux du tout et qui, par contre, avait tendance à avoir très souvent trop chaud. Alors maintenant, par contre, il y a vraiment un côté très chaud, très froid. C'est-à-dire que là, aujourd'hui,
hein, depuis ce matin, j'ai dû avoir déjà 5 moments où non, j'avais très très froid, j'ai pris trois, quatre couches d'habits, et puis des moments où il y a eu très très chaud, où, oh là là, alors là, qu'est-ce que je pouvais enlever parce que vraiment j'avais beaucoup trop chaud. Donc il y a ce phénomène d'avoir un peu ce côté on-off, c'est-à-dire que j'ai facilement beaucoup d'énergie, une énergie un peu feu aussi, hein, c'est pour ça que je vais reprendre le côté vraiment chaud-froid, ou alors des moments où vraiment je me sens très très bas en énergie, j'ai l'impression que voilà, je peux pas faire grand-chose. Donc c'est facilement le moteur très très bien lancé, ou alors au contraire vraiment qui tout saute, hein, qui a du mal. Donc il y a vraiment cet aspect-là. Après, le côté faux calme, j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose de faux parce que je suis plutôt, enfin, je me bride pas et je cherche pas à avoir une apparence ou je sais pas quoi, ou cultiver une image. Donc je suis vraiment pas du tout là-dedans. Ouais, Donc c'est une expression plus oui, que autre chose, oui. Mais ok. enfin, je veux dire, il y a un calme qui est vraiment là, mais à la fois, ça veut pas dire que je suis tout le temps calme. Par exemple, là, dans le dernier salon que j'ai organisé, à un moment, j'ai imité Axel Rose, comme ça, sur Knockin' on Heaven's Door. Il y a beaucoup de gens qui étaient assez surpris, parce que vraiment, ils me voyaient comme quelqu'un de très calme, donc qui n'était pas du tout capable de faire un truc assez exubérant comme ça. Donc, oui, il y a un côté, je pense qu'il y a, j'ai un certain calme. Et puis, c'est vrai que j'aime beaucoup écouter, hein, donc beaucoup plutôt être dans la réception, dans l'écoute. Mais à la fois, effectivement, le volcan hein, dont tu parlais, qui est là et qui peut des fois, effectivement, être très jaillissant, enfin, en tout cas, très, très en activité. Et je sens beaucoup d'énergie feu en moi, donc j'ai une nature assez volcanique, malgré une nature aussi assez calme, qui est celle qui est sans doute la plus visible. Et effectivement, il y a des personnes qui, en voyant cet aspect assez calme, n'ont pas accès, je vais dire, ou ne suspectent pas que derrière, il puisse avoir une nature assez volcanique. Après, je pense que la nature assez volcanique par rapport au calme, c'est pas quelque chose enfin, c'est pas dans la colère ou dans quelque chose de désordonné, c'est plutôt quelque chose dans le feu, c'est-à-dire dans quelque chose de très, oui, assez exubérant, bah, quelque chose par exemple que j'ai pu exprimer les premières fois au théâtre, hein, à l'adolescence ou des choses comme ça. Et c'est vrai que, bah voilà, ça se voit un petit peu dans tout ce que je fais. Il y a un peu cet éclectisme ou aussi bien même dans mon écriture ou que dans mes goûts musicaux ou dans plein de choses comme ça. Bah, j'aime beaucoup des choses très douces, très calmes, très délicates, mais j'aime aussi des choses très. Je peux aussi écrire sur des modes très euh, corrosif, je sais pas vraiment, en tout cas, avec quand même une certaine bienveillance, hein, enfin, c'est pas des choses, enfin, les clashs, tout ça, ça non, mais quelque chose quand même de très animé comme ça, et dans un peu tout finalement. Donc il y a vraiment un côté. Là, je commence à avoir très chaud, par exemple, hein, donc il y Bah, a du coup, toujours c'est ce que un j'allais te volcan dire. qui est assez prêt à se réveiller assez facilement, en fait. Eh ben, hésite pas à enlever ou mettre des couches de vêtements sur toi. Les gens ont l'explication maintenant, ils se diront pas qu'on a tourné en trois quatre fois. Euh, ce que je retiens de ce que tu viens de me dire, évidemment, en dehors de ce que je retiens pour de vrai, mais c'est pour la blague, c'est que les Guns N' Roses, oui, mais les Clash, non. Voilà.